Mais au-delà de ça, si le gars fait pas le minimum syndical d'effort de s'assurer que les tests continuent de passer et que le mec, à chaque commit, il te crame tes tests, TDD c'est pour Test Driven Development, et depuis, il y a eu du monde qui est arrivé sur ces sujets-là, et il y a de l'audience, donc je me dis, ça intéresse de plus en plus de monde en fait. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous allons parler avec mon invité du jour d'artisanat logiciel et de craft. Qui de mieux pour parler de ce sujet que Benoît de la chaîne et du podcast Artisan Développeur. Benoît nous expliquera quels sont les principes du craft et comment les mettre en place. Cet épisode m'a énormément plu car on est parti d'un sujet techniquement pointu pour arriver à parler de l'aventure entrepreneuriale de Benoît. Benoît, grâce à son podcast, a construit une marque autour de son savoir-faire et du craft. J'espère que cet épisode vous donnera envie de vous mettre au craft. Mais avant de vous laisser avec Benoît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter pour retrouver les prochains épisodes. Benoît, merci d'être sur le podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai hâte de discuter avec toi pour que tu nous parles de craft. Mais avant toute chose, je te propose de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Merci Gaëtan pour ton invitation. Cette phrase, j'ai l'impression de la dire souvent sur le podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Benoît Quantum, artisan développeur, ça fait 20 ans que je fais du développement et ça fait 3 ans que j'anime le projet Artisan Développeur avec l'envie de partager autour de tout ce qui touche au craft, à l'écriture de code durable et je m'intéresse aussi pas mal au freelancing. D'accord. Et ma première question déjà, c'est de définir un peu qu'est-ce que c'est le craft. Le craft, tu peux le voir comme un courant de pensée, comme quelque chose qui se définit par des valeurs, une envie de bien faire et des pratiques. Alors les valeurs, on retrouve les valeurs de professionnalisme, d'excellence technique, de pragmatisme. Et les pratiques, là par contre, il y aurait de quoi en faire des diapos complètes. Moi, les pratiques, on va dire, les plus phares qui vont venir m'intéresser et dont je vais souvent parler, qui vont être un peu des marottes dans le podcast ou sur la chaîne, ça va être ce qui touche aux pratiques de l'extreme programming et notamment les plus différenciantes parce qu'aujourd'hui l'intégration continue c'est passé dans les usages, mais il y a encore des sujets comme le pair programming et le TDD qui restent assez différenciants et c'est des sujets que j'aime bien aborder. C'est des sujets qui sont piliers dans le craft ou pas, où on pourrait faire autrement ou... Dans ma vision du craft, oui, et je pense dans la vision de pas mal de monde. Maintenant, il n'y a pas que ça. D'accord. Et Okay. ça vient d'où le craft Bonne question. Moi, le bouquin qui me semble a peut-être posé les choses un peu, c'est un bouquin de Sandro Mancuso qui s'appelle Software Craftsmanship. Tu vois, si je devais chercher une espèce de référence historique, ce serait ce livre probablement, et qui décrit tout un état d'esprit, toute une manière d'être dans sa relation au métier en fait. Et ma question c'est, est-ce que à l'heure actuelle le craft est bien implémenté dans les entreprises ou est-ce que c'est une pratique qui n'est pas du tout encore admise Je pense que tu as 9 entreprises sur 10 qui passent complètement à côté de ce sujet-là. Et tu as peut-être une entreprise sur 10, et je pense que je suis optimiste, qui s'y intéresse de près ou de loin, quoi. Parce que je pense que c'est même moins que ça, c'est peut-être une sur 100 en fait même. Ma compréhension du craft, c'est de faire du logiciel qui est propre, qui soit maintenable, qu'on peut modifier, qu'on peut maintenir, qu'on peut utiliser. Est-ce que c'est la définition qu'on pourrait prendre ou pas ? Moi, ma définition, c'est d'écrire du code durable. Du code durable, c'est du code qui est facile à faire évoluer dans le temps, qui ne te coûte pas très cher à faire évoluer dans le temps, parce qu'une évolution coûte toujours de l'argent. Mais la question, c'est comment est-ce que je fais pour rester dynamique, pour rester innovant. Et en fait, si on revient au niveau de l'intérêt de l'entreprise, c'est comment est-ce qu'on fait pour que l'entreprise reste compétitive sur son marché. Et pour moi, je fais un lien très fort entre les pratiques techniques qui vont être mises en œuvre et la compétitivité d'une entreprise. Pour moi, une entreprise qui ne met pas en œuvre les pratiques du craft, c'est une entreprise qui perd de l'argent concrètement. Parce que oui, ça coûte plus cher à maintenir du logiciel, donc ça prend plus de temps, donc il y a moins de contenu et ainsi de suite. Non seulement ça coûte plus cher, mais en plus tu rates des opportunités d'innovation en fait. Tu rates la capacité à aller choper de nouveaux marchés, tu rates... Ouais, c'est ça, tu rates des opportunités. Très clairement, il y a dans la non-qualité, il y a un double coût.
tu as le coût direct de tu payes 2, 3, 4, 10 fois plus cher la même chose que tu pourrais payer peut-être 10 fois moins cher. Mais en plus, il y a une double punition parce que cette énergie que tu as mise là-dedans, c'est de l'énergie que tu n'as pas mis ailleurs. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. C'est-à-dire que tu n'as pas développé d'autres produits, tu n'es pas venu chercher d'autres business cases qui auraient pu apporter de la valeur à tes clients et donc remplir un peu plus les caisses, quoi. Et est-ce que c'est une problématique qu'on se pose de plus en plus à l'heure actuelle? Parce que je vais te dire, moi, j'ai moins d'expérience que toi, j'ai 10 ans, mais du code propre, j'en ai pas vu souvent. Et est-ce que c'est une problématique qui se pose de plus en plus ou c'est vraiment quelque chose qui est toujours marginal? Depuis quelques temps, j'ai l'impression que les sujets de tout ce qui va toucher autour du craft, de la qualité de code, sont en train de monter un peu. C'est des sujets qu'on commence bah, moi, je le vois parce que ça fait 3 ans que je mène Artisan Développeur. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chaînes YouTube qui parlaient de ça, je pense aucune. En termes de podcasts, il y avait des podcasts qui abordaient de manière très directe ce sujet, mais qui a duré un temps et puis qui s'est arrêté. Et je crois qu'il y avait, je crois qu'il y avait pas vraiment de podcast sur cette ligne-là. Et depuis, il y a eu du monde qui est arrivé sur ces sujets-là et il y a de l'audience, donc je me dis, ça intéresse de plus en plus de monde en fait. Mais est-ce que ça intéresse on va dire, tout ce qui est direction des entreprises ou pas, tu vois? Plus ou moins, je pense que c'est souvent, dans l'image que j'ai, c'est souvent vu comme quelque chose de bonus, tu vois. Mais les entreprises, ils viennent aussi, tu vois, les dirigeants, soit parce qu'à un moment donné, c'est des développeurs qui étaient passionnés par ça, qui accèdent à des fonctions de management, et qui du coup, tu vois, j'ai des exemples de boîtes en tête où à un moment donné, le directeur technique, c'est un pur craft. Bon, bah, il a déployé ça dans son entreprise. Soit les entreprises se prennent des murs, se disent, mince, comment on fait pour sortir du mur? Typiquement, le mur, c'est... on est empêtré jusqu'au cou dans une espèce de code legacy qu'on maîtrise plus du tout. La moindre innovation, le moindre changement coûte une fortune. Dès qu'on demande, tu sais, le classique ah mais c'est juste un bouton coûte des semaines de travail. Ça, c'est des symptômes qu'il y a un gros problème, que le code est pris dans une espèce de cancer généralisé. Et à ce moment-là, oui, les managers commencent à se poser des questions. Le problème, c'est que souvent, c'est trop tard pour avoir des remèdes doux. Et à ce moment-là, on arrive en plus dans une situation où c'est la pire situation pour remettre un code droit. Il faut y mettre une énergie de malade. Et c'est souvent une situation difficile pour les entreprises, quoi. Donc, en gros, si je comprends ce que tu es en train de dire, si par exemple j'ai un projet sur lequel je travaille et que je veux passer craft, il faut mieux recommencer à zéro si on est dans une situation un peu périlleuse. Je dis que le faire sur un code existant, c'est le cas le plus difficile. C'est le contexte le plus difficile. Mais à un moment donné, il faut bien apprendre aussi. Et donc, le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant, quoi. C'est quand tu as décidé de commencer. Je pense qu'il faut s'abstraire un peu du contexte. Après, il faut être conscient que selon le contexte, ça sera plus ou moins facile. Et ça a un coût important. Et si on le pense dès le départ, est-ce que ça permet de réduire un peu les coûts des projets? Parce que moi, ce que je vois, alors, c'est pas du craft à proprement dit, mais par exemple, sur toute la partie testing, moi, ça m'arrive encore, un client sur 2 que j'ai en freelance me dit ah non, mais on fait pas de test parce que ça prend trop de temps. Et à côté de ça, je leur dis oui, mais les erreurs que vous allez avoir en production, elles vont vous coûter beaucoup plus cher. En fait, c'est même pas une question, je laisse pas le choix au client, en fait. Le client, d'ailleurs, souvent mes clients, ils étaient même pas conscients, plus ou moins conscients de ça, en fait. Tu vois, c'est pas un truc où c'est pas à la carte en option, vous voulez les tests ou sans les tests. Quand un développeur réfléchit comme ça, c'est qu'il le perçoit lui-même comme un surcoût. Si moi je suis convaincu qu'écrire avec des tests me fait gagner du temps, j'ai pas besoin de l'exposer à mon client, tu vois. Et donc, d'après toi, d'écrire des tests, ça te fait gagner du temps. Et tu pourrais expliciter pourquoi ça fait gagner du temps? Écrire en TDD, je gagne énormément de temps. Je gagne du temps tout de suite parce que ça me fait un code bien plus lisible, bien plus propre. Ça m'aide à mettre mes idées au clair.
et je gagne, je sais pas, imagine tout le temps que tu peux passer sur le debugger par exemple. En général, sur une session de code, on va dire dans une méthode de travail traditionnelle, tu dirais que c'est combien de temps que tu passes sur un debugger? Beaucoup de temps. Moi, je vois à peu près la moitié, tu vois. Je pense au moins la moitié pour un bon développeur, c'est à peu près la moitié de son temps. Bah, imagine, tu enlèves le debugger. Tu Et- enlèves tout ce temps, en fait, à passer du temps à chercher à comprendre ce qui va pas. Et ensuite, tu écris beaucoup moins de code et tu écris un code beaucoup plus léger. Donc déjà, à très court terme, genre à quelques heures, tu gagnes déjà au moins un facteur 2. Et puis ensuite, il y a tout ce qui va se passer quand, au cours du temps, ton logiciel va monter en complexité. Et tous ces effets de bord que tu vas pas maîtriser, que tu vas pas comprendre, ou tu vas faire une action d'un côté, ça va casser quelque chose ailleurs, et puis c'est ton client qui te le dit. Et là, tu perds des quantités d'énergie juste monstrueuses et colossales, quoi. Donc moi, je pense qu'un projet qui est mené avec ou sans une pratique comme le TDD, je sais pas, c'est une variation de coût d'un facteur 10 au moins, sur un an, tu vois. Et alors, ce qui est marrant, c'est que moi, je vois les entreprises qui sont quand même très proches de leurs sous. Et ça, elles ont du mal à comprendre que elles vont perdre de l'argent à un instant T, mais elles le gagneront. Mais elles le perdent même pas du tout, ou elles perdent de l'argent en fait. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé d'entendre des gens dire ouais, mais il faudra pour une fonctionnalité 30% de temps supplémentaire pour développer une fonctionnalité. Parce qu'il le fait en écrivant des tests ou il le fait en TDD? En TDD, en écrivant des tests. On va pas aller jusqu'en TDD. Oui, ben, on en revient à ce que je te dis. Si tu estimes que si jamais tu proposes ce genre de choses, tu distilles dans l'idée de ton client que ça coûte plus cher. Donc D'accord. ça, une personne qui parle comme ça, c'est quelqu'un qui va travailler dans une méthode même classique de test en fait. C'est-à-dire il écrit son code, ensuite il écrit les tests et donc du coup forcément ça coûte plus cher. Travailler comme ça, oui, c'est onéreux. Mais si tu le fais vraiment dans une logique TDD, moi je persiste et signe, tu gagnes beaucoup de temps en fait. Bon, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Après, ce qui coûte cher, ce qui peut coûter, c'est pour une entreprise, c'est d'apprendre à son équipe à le faire. Ça coûte cher, voire très cher. Et puis en plus, selon le contexte dans lequel tu es, c'est plus ou moins évident, c'est plus ou moins facile, c'est plus ou moins faisable. Tu es plus ou moins obligé de refaire des morceaux entiers. C'est plus ou moins frustrant pour les développeurs. Ça coûte beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'énergie. Mais Et le problème, c'est que si jamais, effectivement, ces pratiques-là ne sont pas mises en œuvre dès le début, les mettre en cours de route coûte beaucoup d'argent. et qu'est-ce que tu conseillerais à des équipes qui sont à l'heure actuelle, qui sont pas craft et qui souhaitent devenir craft? Quelle est selon toi la chose qu'il faudrait mettre en place en premier pour pouvoir espérer un jour être craft? Se former. La clé de voûte, c'est la formation, quoi. Donc, si les gens ont de l'énergie à mettre quelque part, c'est dans la formation. Euh, Acquérir les skills nécessaires pour le faire, en fait. Et dans les skills, tu dirais pour commencer, qu'est-ce qui est le plus important? Là, on a parlé de TDD. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques à mettre en place, comme apprendre des design patterns, ce genre de techniques? Bah, tu as vraiment deux grandes familles de techniques où tu peux t'embarquer. Il y a tout ce qui va toucher à la conception du code, dont les design patterns vont faire partie. Et puis, tu as des choses plus sur tout ce qui est testabilité, que ce soit du TDD, du BDD ou des choses comme ça. C'est deux dimensions qui sont quelque part un peu orthogonales, mais qui vont venir se nourrir mutuellement. Moi, je sais que par exemple, j'ai fait du TDD avant de découvrir les design patterns. Enfin voilà, ça a été mon chemin. Et je sais qu'il y a pas mal de juniors qui nous écoutent aussi. Est-ce que, on va voir dans toutes les études, a priori, il n'y a pas de notion de craft ou même, on va dire que certaines formations n'ont même pas de développement logiciel à proprement parler. Si on veut se lancer mais qu'on a un petit niveau, est-ce que d'après toi, tout ce qui est l'apprentissage des tests et l'apprentissage, on va dire, des design patterns ou d'autres techniques sont à la portée de débutants? Ah oui, bien sûr. Voire même, j'ai envie de dire, mieux vaut commencer tôt. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de vocabulaire aussi dans cet écosystème.
ça peut le rendre un petit peu dur d'accès parce il y a beaucoup d'acronymes, il y a beaucoup de... Tu vois, typiquement, on a parlé de TDD depuis tout à l'heure. On l'a même pas défini. Le TDD, c'est pour Test Driven Development. C'est une pratique qui consiste à écrire tes tests et à piloter le développement par les tests parce que tu vas les écrire avant d'écrire ton code. Et les gens croient souvent par erreur que c'est une technique pour écrire des tests, alors qu'en fait, c'est une technique de design. C'est une manière de concevoir ton code de manière évolutive et incrémentale. Mais tu vois, si tu n'avais pas l'acronyme, si tu n'as pas tout le jargon qu'il peut y avoir, c'est un milieu qui est un petit peu difficile d'accès. Et je sais que j'ai pas mal de témoignages d'auditeurs du podcast pour qui c'est une manière de rentrer dans ce bain, tu vois. Donc si les gens ont envie de se familiariser avec cet écosystème, je pense qu'il faut déjà se familiariser avec sa terminologie, sa logique, sa manière de réfléchir. Et ça, c'est cool parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu. Alors sur Artisan Développeur, évidemment, c'est l'occasion de faire un peu la promo de la chaîne ou du podcast. Mais je sais qu'il y a maintenant de plus en plus de créateurs qui en parlent aussi. Donc tu tapes dans ton YouTube préféré ou Google Software Craftsmanship et tu vas trouver beaucoup de ressources. Et maintenant de plus en plus francophones en plus. Donc il y a matière à se familiariser avec cet écosystème. Bah, c'est ça, et ce que j'aimerais bien savoir, c'est pourquoi... moi j'avais regardé en préparant l'émission, parce que pareil, je connaissais pas trop, mais tout ce qu'on dit là sont des concepts qui existent depuis... alors le manifeste du craft, c'est 1999. Ouais, depuis 2000, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que ce concept est arrivé, mais très récemment, au même titre que par exemple la méthodologie agile, qui existe depuis encore plus longtemps, mais on a l'impression qu'en 2020, les entreprises se sont réveillées, quoi. Pour l'agilité, je dirais que c'est plutôt dans les années 2010. Tu vois, moi, quand en 2000-2002, j'ai rentré sur le marché professionnel, on avait parfois des étudiants qui comprenaient un stage, et quand on parlait de ça à leur prof, quand on parlait d'agilité à leur prof, ils nous regardaient avec des yeux, ils auraient vu E.T. atterrir devant eux, ça aurait été un peu pareil, quoi. Et dans les années 2010, une des dernières soutenances dans laquelle je suis allé, ça m'a fait sourire parce que c'était à l'inverse, c'était les profs qui nous vantaient toutes les vertus de l'agilité. Donc je me suis dit, tiens, il y a vraiment eu un basculement qui s'est opéré. Et très clairement, l'agilité est devenue mainstream entre les années 2010 et 2015 à peu près. Je pense que c'est les années un peu de grande force. C'est là où tu as vu tous ces chantiers à coup de l'entreprise passe en mode agile, tout ça. Donc l'agilité, pour moi, elle est devenue clairement maintenant, à l'état de l'art, on va dire. Une entreprise qui se dit agile aujourd'hui, c'est juste banal, en fait. Là où le craft, effectivement, a mis beaucoup plus de temps à décoller. Et encore, quand je dis décoller, c'est un bien grand mot. Hein. Je ne suis pas bien sûr que ne serait-ce qu'un quart des développeurs soient vraiment conscients de ce que c'est, de ce que ça peut leur apporter, quoi. C'était un peu mon cas avant de préparer l'émission, tu vois. Moi, je t'avoue, ouais, que je connaissais pas. Je connaissais les termes en plus, comme j'écoute plusieurs fois. J'ai écouté plusieurs fois ton podcast. Je comprenais. Après, c'est pareil, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y avait un vocabulaire qui est très particulier. Et je me suis aperçu que ce que moi j'appelais l'industrialisation, c'était aussi une forme de craft. D'accord, ok. Parce qu'au final, on revient toujours au même terme, on va mettre du TDD, on veut que notre application elle soit maintenable, qu'on puisse la déployer, qu'elle soit performante. Donc on arrive exactement à la même chose, c'est juste la façon dont on le nomme qui est différente. Je veux bien, moi, tu sais, le craft, c'est un mouvement qui est pas forcément défini. Tu vois, par exemple, le Scrum, il y a quelque chose qui est très clair, qui est le Scrum Guide, qui a posé une espèce de cadre autour du truc. Après, chacun a fait un peu sa déclinaison. Je crois pas qu'il y ait eu la même chose dans le craft, et puis chacun l'adapte un petit peu à sa sauce. C'est plus un principe que... Enfin, je sais pas comment dire. C'est plus une terminologie ombrelle qui permet d'accueillir plein de choses dessous pour moi, en fait. Et une question qui me vient au moment où on est en train de parler un peu d'Agile. Agile a eu du mal à rentrer dans les entreprises parce qu'il y a eu tout un changement de mentalité et un changement d'organisation. Est-ce que le craft peut avoir aussi les mêmes problèmes dans le sens où ça fait on change de façon de travailler? C'est pire même le craft parce que ça vient modifier la manière de travailler dans son intimité en fait pour le développeur. Ça vient vraiment
bouleverser pas mal, changer pas mal de choses, je trouve, dans la pratique. Et du coup, ça peut vraiment remettre en question les gens. Et s'ils sont pas prêts s'ils y voient pas d'intérêt, ou s'ils n'ont pas envie, ou s'ils sont pas motivés, bah, souvent ils préfèrent mettre ça de côté. Dire l'agilité, tu peux forcer une équipe à devenir agile. Alors attention à devenir agile sur le papier. Après, entre ce qui se passe sur le papier, ou je vois aussi beaucoup de Canada Dry là-dedans. Donc, mais en tout cas, tu peux dire à une équipe, bon voilà, maintenant on change l'organisation, ça va s'appeler comme ça, vous allez faire des rituels tous les jours. Peut-être que l'intention n'y est pas, peut-être que l'esprit n'y est pas, mais tous les jours ils sont debout, ils font une réunion de 10 minutes. Si on parle de TDD par exemple, si le développeur il n'a pas envie d'en faire, ça passera pas quoi. Si tu réfléchis je sais pas, si tu as envie de réfléchir en termes de DDD plutôt, qui est des techniques un petit peu particulières et avancées de design, tu le feras pas si l'équipe est pas embarquée dedans quoi. Ouais, si l'équipe n'est pas moteur, Ouais. tu iras nulle part. Alors après, la façon dont tu m'en parles, quand l'avantage du craft, c'est que c'est quand même plus facile à mesurer que de l'agilité. Parce que par exemple sur les tests, on peut très facilement mesurer la couverture de test et de dire bah si t'as pas une couverture de 90%, bah ta pipeline and fail quoi. Ouais, c'est pas faux. Est-ce qu'on peut faire la même chose sur les... Tu pourrais mesurer si les gens font leur daily, si les gens font des rétros, s'ils ont des items, s'ils suivent. Non, je pense qu'une transfo agile, ça se mesure bien aussi, quoi. Ah, là, je sais pas, pour moi, c'est plus abstrait de voir le retour sur investissement que, tu vois, le craft, tu peux voir si tu as eu moins de bugs, tu peux calculer pas mal de choses et c'est plus facile à se convaincre que ça sert à quelque chose. Euh, Oui, la différence, c'est que les effets vont mettre plus de temps à arriver. Alors qu'une équipe que tu transformes en agile, boum, tu passes dans les couloirs, tu vois qu'il y a des choses qui ont changé. Alors peut-être que les choses n'ont pas changé dans la mentalité et que les résultats ne seront pas forcément meilleurs. Euh, Ça, c'est un truc qui arrive souvent. Mais je pense que c'est plus visible, c'est plus rapide une transformation agile qu'une transfocraft, par exemple. Ah, ça, je suis d'accord avec toi là. Je travaille avec une équipe où on va passer à Agile Scrum. Et l'avantage, c'est qu'une fois que tu as tout bien défini, tu peux te lancer et le changement, il a été fait. Après, ouais, est-ce que la mentalité est arrivée? Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre sujet. C'est un vrai autre sujet. Et il ne faut pas s'attendre à ce que les résultats soient là si la mentalité ne change pas. Mais en tout cas, force est de constater en tout cas que ça a mieux marché, quoi. Sur le marché, l'agilité a explosé, là où le craft est resté plutôt discret. Et tu penses que ça vient de où ça? C'est que il y a trop d'inertie, c'est trop dur à mettre en place, ou c'est que il n'y a pas eu encore cette génération de développeurs qui en voient l'intérêt? Je pense que c'est, comme on dit, multifactoriel. Comme tu l'as dit, c'est quasiment absent des formations. Donc déjà, les développeurs l'ont pas forcément à l'école, donc ils sont pas sensibilisés à ça, la plupart. Ensuite, c'est des sujets qui sont pas très répandus dans les entreprises. Donc du coup, tu es jeune développeur, tu arrives, tu as quand même de grandes chances de passer à côté. Ensuite, quelqu'un qui voudrait apprendre et le mettre en œuvre, il faut qu'il ait le bon contexte. Il faut qu'il soit prêt à se remettre en question. Ça fait beaucoup de freins, quoi. Et puis il y a un autre truc aussi, c'est un sujet qu'on peut évoquer rapidement. Je pense qu'un des facteurs de succès de l'agilité a été tout son marketing et notamment son marketing des certifications. En bien, en mal, on en pense qu'on veut. Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire quand tu es certifié Scrum. Enfin, si, je sais, c'est que tu as réussi un QCM. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, moi, tu vois, je suis certifié Scrum, c'est un QCM, ça veut dire que tu l'as préparé, que tu l'as travaillé. Est-ce que pour autant, tu es un bon Scrum Master? Ça, c'est largement discutable. Et en tout cas, c'est certainement pas un label de garantie. Ça veut juste dire que tu as réussi à répondre correctement à des questions. Voire dans certains cas que tu as posé tes fesses 2 jours sur une chaise. C'est tout ce que ça certifie. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a quand même eu un gros marketing autour de ces sujets-là et que je pense ça a contribué à donner de la lisibilité aux décideurs et que ça a contribué au succès du mouvement.
Très clairement, surtout aux États-Unis, où ces enjeux de certification sont beaucoup plus forts qu'en France. Et, euh, et donc, je pense que ça a contribué. Et on l'a pas, ça, dans le craft. Et aujourd'hui, tu vois, c'est un truc, depuis 3 ans, je me creuse la tête sur comment mesurer la progression sur le craft d'un individu. C'est extrêmement difficile, en fait. C'est extrêmement difficile. Et en tout cas, c'est certainement pas faisable via un QCM, quoi. Donc, ou alors ça te donne une idée très, très grosse maille du truc, quoi. C'est un peu aussi le fait que, comme tu disais au départ, est-ce qu'il y a une façon de définir l'avantage de Agile? C'est que c'est facile à définir Scrum, il y a quand même des règles, même s'il ne faut pas voir ça comme des règles, mais plus un guide. Ah oui, tu peux checker, est-ce que tu peux avoir une espèce de grille fait, pas fait sur chaque item de Scrum. Après, de la même manière que, enfin, il faut pas confondre Agile et Scrum, c'est pas, tu vois, c'est pas deux ans. L'un ne recouvre pas l'autre. Scrum fait partie de l'agilité, mais l'agilité est beaucoup plus large que Scrum. Mais de la même manière, à la rigueur, tu vois, Extreme Programming, tu pourrais faire la même chose et venir cocher, est-ce que les gens font les pratiques ou pas. Mais Et le craft, c'est beaucoup plus large, donc il faudrait d'abord redéfinir un référentiel de ce qu'est le craft. en plus, Tu vois, sur Compagnon, l'application là que j'ai dite, il y a un petit test qui te permet de te positionner. Mais ça se veut comme un outil pédagogique. Ça se veut pas être un espèce d'outil de certification de quoi que ce soit. après, la question qui me vient, c'est est-ce que le craft est lié aux développeurs ou est lié au produit qui est conçu par les développeurs? Mais les deux, mon capitaine. Tu as forcément une relation entre les deux, entre le développeur qui a certaines pratiques qui vont se retrouver dans du code. Moi, tu me balances sur un projet qui a été codé sans les pratiques que j'ai l'habitude de mettre en œuvre, je vais avoir une vélocité très différente de celle que je peux avoir sur les projets que je mène. Hmm. Et par rapport à ça, où tu disais tout à l'heure que, on va dire que Agile a eu des certifications, mais il y a eu aussi toute une nouvelle vague on va dire, d'Agile washing, dans le sens où beaucoup d'entreprises se sont dit Agile, en réalité, elles ont juste changé l'étiquette de gestion de projet, elles ont dit maintenant on est Agile et elles n'ont pas du tout fait le changement. Est-ce que on peut arriver aussi dans cette dérive pour le craft? Parce que moi j'ai déjà vu des Oui, offres. clairement, bien sûr. Bien entendu. Des gens, des entreprises, enfin, je veux dire, je vais pas leur jeter la pierre. Les recruteurs, ils ont un job bien difficile à faire qui est de séduire des développeurs. Ceux qui ont compris que c'était un sujet qui plaisait, ils vont essayer de te le caser. Et oui, il va y avoir du washing. J'ai fait une vidéo là il y a pas longtemps sur ce que j'appelle le début de la fin, où on commence à voir des gens qui élèvent la voix contre le craft, contre le software craftsmanship en tant que mouvement. Et pour moi, ça veut dire qu'on commence à rentrer dans une phase d'expansion parce qu'on commence à ce que le mouvement soit suffisamment répandu pour trouver des gens qui trouvent ça nul. Pour moi, c'est bon signe, ça veut dire que le mouvement se répand. Et donc forcément, dans le lot, à partir du moment où il y a des gens qui s'approprient le sujet sans comprendre vraiment de quoi ils parlent, ou en ayant une définition différente de moi de ce qu'est le craft, oui, j'ai vu passer des annonces. Personnellement, je pense que c'est des annonces qui lavent plus blanc que blanc, quoi. Et d'où l'importance pour les développeurs de poser des questions en entretien, quoi. Et idéalement, ce que je dis, c'est voir du code. Ça, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai déjà posé la question à avoir du code et on m'a dit non, pas question. Ouais, mais je pense que c'est un bon indicateur. Je note pour la prochaine fois. La prochaine fois, je leur dis, bah, c'est peut-être un bon indicateur. Après, moi, je trouve ça bien. J'ai certains clients, des fois, qui me disent le code, il est pourri, mais c'est pour ça que je t'embauche Ah ouais, parce mais qu'il va falloir au faire moins mieux. le deal, il est clair. Hmm. Le deal, il est clair. Tu sais pourquoi tu viens. Mais Ouais. ça, ouais. Et je trouve ça beaucoup mieux que d'essayer de me vendre un truc où, au bout de 5 Ouais. minutes, tu seras conscient que. Moi, j'ai un copain là qui est parti dans un job ailleurs. Il a changé. On lui avait promis qu'il y avait des tests machin, qu'il y avait des efforts faits sur le design. Il a ouvert le capot, il a dit bon, ils sont où les tests? Il en a trouvé un sur un projet qui fait des milliers de lignes, de classes, enfin c'est en milliers quoi. Il en a trouvé un et
Et quand il a vu le design de certains endroits, il s'est tiré les cheveux, quoi. Il s'est arraché les cheveux de la tête, quoi. Vous voyez sur pièce. Ou poser des questions. J'ai aussi fait un espèce de petit guide pour comprendre. Tu vois, il y a des questions que j'aime bien comme c'est quoi votre outil de CI/CD? Tu vois, c'est des questions indirectes qui sont très techniques, mais qui montrent quand même l'intérêt, voilà, la sensibilité de l'entreprise à qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Est-ce que j'arrive dans un endroit où il y a déjà une intégration continue ou pas? C'est déjà une bonne base. Ensuite, tu peux poser des questions comme c'est quoi votre librairie de tests? Là, tu vois, tu poses un peu un implicite, c'est que c'est normal d'avoir des tests. Euh, J'aime bien ta question parce qu'elle est indirecte. C'est Elle que est tu dis indirecte, c'est pas. ça. Elle n'est pas Tu confrontante. C'est pas mal. Moi, je vais la noter parce que je poserai cette question-là la prochaine fois que j'ai un entretien. Parce que au moins, tu rentres pas frontalement en disant ah non, mais vous avez pas de test, c'est pas bien quoi. Et puis là, tu vois la réaction des gens. Si déjà les gens y réfléchissent sur le nom de leur librairie de test, Ça peut être c'est un bon indice. indicateur qu'ils en ont pas beaucoup, quoi. Et par rapport à ça, toi, il y a 3 ans, bah, c'était une pratique bon, qui était déjà pas répandue. Et tu as monté un podcast qui s'appelle Artisan Développeur, donc vraiment en pierre angulaire, le craft. Mm. Comment ça t'est venu? Parce que les sociétés n'en parlaient pas, c'était pas franchement mainstream. Et toi, tu t'es dit, bah, je vais faire un podcast dessus. Alors, si je suis complètement honnête, au début, c'est un peu un hasard, hein. C'est-à-dire que, si tu veux, quand je me suis lancé, j'étais dans une phase où je me formais au marketing. Et donc, j'avais besoin de comprendre ce qu'était tout ce mouvement de... Bah déjà, ce qu'était le marketing, tout ce qui était le content marketing. J'ai commencé à publier quelques articles. À la base, j'étais plutôt dans la logique de j'essaye de convaincre des gens de s'intéresser à mon ESN pour leur vendre des projets. Je ciblais plutôt des espèces de start-upers, des entrepreneurs. Et puis, sur un des premiers posts que j'ai fait, qui avait plutôt bien marché à l'époque sur LinkedIn, je me rends compte que ce qui réagit, c'est les développeurs. Et de manière significative, tu vois, c'est vraiment les devs qui réagissent en volume. Et puis là, je ressors des cartons, un espèce de vieux truc que j'avais fait un an ou deux auparavant sur Artisan Développeur, en me disant, bah tiens, puisque ça parle aux devs, tiens, j'ai envie de monter un truc autour de ça, le craft finalement, pas grand monde en parle, il y a peut-être un truc à faire. Parce que je voyais, si tu veux, dans le craft, il y avait quand même quelques soucis. D'abord, c'était une communauté qui était, même si elle est accueillante, qui est dure d'accès. En général, un crafteux est passionné par ce qu'il fait, donc il est content de partager. Par contre, ce que je constatais, c'est que en fait, les crafts parlaient aux crafts, quoi. Donc, si tu veux, c'était une communauté qui était dure d'accès parce qu'il y avait toute une terminologie à connaître. Et ensuite, dans la manière d'en parler des gens, on était axé sur les pratiques, sur la tech, et pas sur les bénéfices que ça pouvait apporter. Très peu. Et je faisais le constat qu'il y avait quand même pas mal de monde, hein. Je suis loin d'être le premier à parler de ces sujets-là. Tu avais beaucoup de confs, tu avais beaucoup de meet-up, tu avais pas mal de choses qui se faisaient, mais je voyais que ça se faisait un peu en tache d'huile. C'est-à-dire que des gens qui partageaient de manière locale des idées, enfin voilà, qui animaient des dojos, des trucs comme ça. Oui, donc je voyais des meet-up qui existaient, je voyais qu'il y avait des choses un peu en tache d'huile, mais il y avait pas une espèce de marque de référence. Il n'y avait pas une espèce de bannière de référence dans laquelle les gens pourraient se retrouver, de près ou de loin, et qui agrège et qui donne de la voix à ce mouvement-là, et qui aille parler à des non-crafteux. Et donc je me suis dit, bah, tiens, il y a un truc à faire, il y a une place à prendre, c'est un sujet qui me passionne, et visiblement il y a des gens qui réagissent. Bah allons-y, quoi. Essayons de faire un podcast, parce que c'était un format qui me plaisait bien. Il n'y avait pas grand-chose dessus à cette époque-là. Déjà, des podcasts de dev, il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, moi, j'avais fait le choix de partir sur du francophone. Donc, des podcasts de dev, il n'y en avait pas des masses en francophone. Mais alors, sur ce sujet du craft, je crois qu'il y en avait un qui avait duré peut-être un an, je crois, un truc comme ça, et puis qui avait fini par s'arrêter. Et je m'étais dit, tiens, il y a une place à prendre, allons-y. Ce que je n'avais pas du tout anticipé, c'est que parce qu'évidemment, difficile de savoir ces choses-là, c'est que le podcast allait vraiment exploser derrière. Et du coup, ça a été plutôt cool parce que j'avais déjà une espèce de place un peu établie sur ces sujets-là, quoi. Comment t'en es venu à faire du podcast? Parce que
intuitivement, moi, je trouve que l'informatique est quand même une science visuelle. Et toi, tu t'es dit non, je vais que la voix. Ouais, mais justement, c'est ça que je trouve intéressant. C'était le challenge, c'était de dire comment est-ce que je peux traiter ces sujets-là que en audio. Ça, Pour moi, c'était une vraie contrainte. Et c'est de la contrainte que naît la créativité, tu vois. Et du coup, ça pose effectivement des contraintes sur le format. Tu peux pas aborder n'importe quoi, n'importe quel sujet. Et du coup, c'est là que je suis parti sur un format, ce que j'appelle format machine à café. Donc, un format très informel avec l'ambition d'accompagner les développeurs au quotidien, tous les jours, un petit podcast de 5 à 10 minutes pour l'accompagner au café, donner de la motivation et partager sur ces sujets-là. Parce qu'il y a un truc, c'est que beaucoup de gens qui se sont intéressés au craft d'une manière ou d'une autre, après se retrouvent seuls dans leur entreprise. Tiens, c'est une espèce de sentiment de solitude assez marqué chez les gens qui s'intéressent à ce sujet-là. Et j'ai beaucoup de témoignages qui me disaient ça fait tellement bien de plus se sentir seul dans les considérations qu'on peut avoir, quoi. et à ces personnes-là, est-ce que tu leur conseillerais d'être un peu acteur du changement? Parce que moi, je sais que souvent, quand quelque chose me déplaît, j'essaye de bouger, un peu comme tu as fait quand tu as créé ton podcast. Tu t'es dit, bah, j'ai envie de parler de ça, il n'y a personne, bah, je veux créer le changement que j'ai envie d'avoir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois bien. Oui, c'est certainement l'approche la plus raisonnable dans le sens où, avant de changer de contexte, je trouve que ça vaut le coup d'essayer. Maintenant, je pense qu'il faut être lucide, à moins d'être vraiment dans une toute petite équipe sur un projet jeune et d'avoir tu vois, une bonne expérience. Sinon, c'est vraiment dur à faire, quoi. Si tu arrives dans une grosse boîte, sur un projet où il y a du legacy, une équipe en dizaines de personnes, tout seul avec tes petits bras musclés, il va falloir s'armer de patience, quoi. D'accord. Ouais, bah, c'est un peu ce qu'on disait au début, c'est quand même un changement de philosophie dans l'équipe, donc ça peut être compliqué à mettre en place. Et puis en plus, ça peut devenir conflictuel, tu vois, parce que si jamais, par exemple, je reviens toujours sur cette pratique parce qu'elle est assez clivante, si tu fais du TDD et que ton Mm. collègue n'en fait pas, bon déjà, ça va être galère à écrire. Mais au-delà de ça, si le gars fait pas le minimum syndical d'effort de s'assurer que les tests continuent de passer et que le mec, à chaque commit, il te crame tes tests, euh, tu vois, ça peut vite provoquer des tensions dans l'équipe, quoi. Ça, c'est bien vrai. Donc il faut vraiment, si on veut lancer un changement, il faut quand même essayer de travailler un peu sur la philosophie de l'équipe, de vraiment expliquer, d'être plus dans la pédagogie. C'est indispensable. Donc, mais Pour ça, réussir ça et même se créer son propre contexte qui nous convienne, c'est indispensable d'être... Enfin, c'est mon avis, hein. C'est indispensable d'être dans cette posture. Les gens qui ont plutôt une approche en mode je détiens la vérité, vous êtes tous des idiots de ne pas l'avoir compris, en général, se cassent les dents, quoi. d'accord, il faut vraiment accompagner. Et est-ce que toi, à travers ton podcast, tu veux aussi accompagner les gens dans leur réflexion sur le craft, ou au départ, c'était vraiment, tu avais envie de partager bah, ce qui t'intéressait? Euh, En fait, le podcast a plus, au-delà du craft, a plus l'envie de partager et de faire réfléchir les gens sur le métier de développeur. Le craft, il y a une bonne place parce que c'est un peu comme tu l'as dit, c'est intégré dans le nom et c'est pour moi un levier en fait. La technique est un levier pour autre chose. C'est pas une fin en soi. C'est un levier pour autre chose. C'est pour s'épanouir personnellement dans le taf. C'est pour être fier de ce que tu fais et avoir le sentiment du devoir accompli. Ça, c'est des choses c'est de ça dont j'ai envie de parler en fait. De ta carrière, de comment tu gères ta carrière. Et le craft, c'est juste pour moi une voie pour accéder à ça. Et après, ma question suivante, c'est, il y a beaucoup de projets de podcasts ou de chaînes YouTube qui s'arrêtent parce que soit elles ont plus rien à dire, soit bah, à un moment ou à un autre, on se lasse. Mais toi, quand je vois ce que tu as fait, ça fait 3 ans que tu fais ça, tu as construit une marque autour. Et comment t'en viens à te dire, bah voilà, j'ai des gens qui me suivent et je construis bah, une ESN. Alors, artisan développeur, le SN, elle n'est pas dedans, hein. Le SN, c'est mon activité plus sous la bannière Agile ID.
La marque Artisan Développeur, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est un podcast. Depuis, ça a été aussi une chaîne YouTube. Et ça a été des formations en ligne. Ça, c'est vraiment, on va dire, historiquement, c'est comme ça que ça a émergé. Depuis quelques mois maintenant, j'ai aussi lancé 2 autres produits. Un qui est ce que j'appelle le cercle de développeurs freelance, où on est entre développeurs freelance et on se forme ensemble sur différents sujets. Et un autre qui est de l'accompagnement, du coaching professionnel, pour aider les profils tech à évoluer dans leur carrière. Donc aujourd'hui, c'est ça Artisan Développeur, et c'est ça, et c'est un petit business. Et c'est ton activité principale ou c'est une activité secondaire? Non, c'est une activité secondaire. En tout cas, ça dépend comment tu comptes. Est-ce que tu comptes en revenus ou tu comptes en temps? En temps consacré, c'est à peu près la moitié de mon temps depuis, allez, on va dire un bon 40% de mon temps depuis 3 ans. Et en revenus, ça représente quoi en pourcentage? En revenus, alors c'est très dur à te dire les années précédentes parce que la séparation n'était pas aussi évidente. Tu vois, c'est cette année que j'ai vraiment créé une entreprise dédiée à ça, dans laquelle j'ai déplacé vraiment l'activité artisan développeur. Et par rapport à mes objectifs, c'est un tiers, un quart peut-être, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, et tu complètes avec une activité de freelance? Donc je complète avec une activité de freelance, et l'avantage d'avoir travaillé pendant quelques années, d'avoir géré, comme on dit, maintenant il paraît qu'on n'a plus le droit de dire ça, mais en bon père de famille son entreprise, c'est que j'ai quelques réserves que je peux réinvestir. Donc je réfléchis à comment investir ces choses-là intelligemment pour que ça rapporte, que ce soit une source de revenus aussi, quoi. Et est-ce que le fait que tu trouves un business model à artisan développeur t'a permis de continuer, ou si tu avais, on va dire, jamais trouvé de business model, tu aurais arrêté ou tu Pour aurais moi continué? c'est fondamental, ouais, c'est fondamental parce que je voyais trop de projets qui étaient prometteurs, qui faisaient des choses intéressantes, mais qui s'arrêtaient. Et l'ambition était vraiment de créer une marque de référence, et donc il fallait que ça dure longtemps. Quand j'ai vraiment, à un moment donné, quand j'ai lancé Artisan Développeur, je me suis dit, ok, je me donne 5 ans pour que ce truc, pour arriver à quelque chose. Et ce quelque chose, c'était en gros pouvoir en vivre. Et donc je voyais sur la long terme, et pour tenir aussi longtemps, je savais qu'il fallait de l'énergie. Et l'énergie, ça peut pas être juste de la bonne volonté, il fallait aussi qu'il y ait des revenus en face. Ne serait-ce que pour, à la rigueur, même pas me payer moi, mais ne serait-ce que pour payer l'équipe qui est autour de moi en fait. Est-ce que tu as maintenant une équipe en plus qui t'aide sur le podcast? Ouais, on le voit pas, c'est tout le truc des solopreneurs, c'est que quand tu vois je sais pas, même, voilà, donne-moi un nom de youtubeur connu, Squeezie par exemple, tu vois, un Squeezie, mais le mec il a une armée de gars derrière lui qui travaillent pour lui. Oui, C'est pas parce qu'il est seul devant la caméra qu'il est seul à tout faire, quoi. Et donc aujourd'hui, au fil du temps, oui, je me suis structuré. Les revenus ont permis de faire ça aussi, hein, c'est clairement. Donc j'ai commencé par travailler avec un ingé son. Ça a été un énorme upgrade sur le podcast. Ça a permis de faire des choses un peu folles comme cette série Développeur en 2039, où j'ai fait 20 épisodes qui s'enchaînaient sur la thématique de à quoi peut ressembler notre métier dans 20 ans. Et alors c'était très drôle, j'ai fait une petite fiction que je voulais, qui devait permettre d'illustrer les propos des différents podcasts. Et finalement, je me suis rendu compte que ce qui était la cerise sur le gâteau a été presque ce qui attirait les gens à écouter la série. Et ça a été possible parce que j'ai travaillé avec quelqu'un qui est un grand professionnel et qui a une grosse expérience là-dedans. Et c'était une aventure un peu folle, quoi. Et depuis, je travaille maintenant avec un monteur, avec un community manager. Tu vois, par exemple, les épisodes que je fais, c'est plus moi qui les poste. Et ça, tout ça n'est possible que parce que y a des revenus. Et ma question, c'est comment l'a pris ta communauté? Parce que moi, je me pose aussi ces questions, c'est vraiment des questions que je pose pour moi, de trouver un business model à cette chaîne YouTube. Mais comment ta communauté a pris le fait que tu dises voilà, moi je veux construire une entreprise à partir de ça, c'est pas forcément un projet associatif? La communauté, en fait, je suis pas arrivé en disant hey les gars, je veux monter une entreprise, est-ce que vous voulez m'aider? Les gens, ils s'en foutent de moi à ce moment-là, tu vois. Et même aujourd'hui, c'est pas le propos. Le propos, c'est plutôt est-ce que je suis capable de vous aider?
Et donc, c'est, bah tiens, je vous propose ça. Est-ce que ça vous intéresse? Et à partir du moment où il y a des gens qui ont été intéressés par des produits qui étaient payants, parce que 90-99% de ce que je produis, c'est gratuit, et il y en a une petite partie qui est payante, bah à partir du moment où il y a des gens qui ont été intéressés par ça, je me suis dit, bah tiens, il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. Donc cool, oui, je livre de la valeur et des gens le perçoivent et sont prêts à me donner un peu d'argent contre cette valeur-là. Bah ça, c'est le fondement d'un business. C'est est-ce que tu amènes de la valeur et est-ce que des gens y voient de la valeur. Mm. Et à partir du moment où il y a eu ça, ben, petit à petit, j'ai pu construire quelque chose, tu vois. Mais il m'a fallu, avant même que le projet n'arrive, enfin, je crois qu'on peut même pas dire que le projet soit aujourd'hui à l'équilibre financier, tu vois. Si je comptais, et non seulement mon temps, mais tout ce qu'il a fallu investir autour, je pense que depuis 3 ans, le projet, je sais pas, tiens, il faudrait que je fasse le calcul. J'ai déjà posté dans un autre podcast, j'ai déjà posé cette question, est-ce que le projet de créer une chaîne YouTube ou de créer un podcast était rentable? Et la plupart m'ont dit non, c'est pas rentable, il faut mieux faire du freelance, ça rapporte beaucoup plus. Ah, mais sans aucun doute, mais ça, c'est tout est une question de vision et de termes sur lesquels tu te places. Moi, ce qui me plaisait dans ce projet-là aussi, c'était de pouvoir casser la relation qu'il pouvait y avoir entre mon temps et les revenus que je générais. Même si tu travailles beaucoup, je connais des freelances qui travaillent 50 heures, 60 heures, 80 heures par semaine. Mais même si tu travailles 80 heures par semaine, ce qui est un rythme que peu de gens sont capables de tenir sur la durée, ton revenu sera toujours limité. Alors que ce qui me plaît avec des outils comme YouTube ou le podcast, c'est que tu as une dimension exponentielle dans le truc. Tu as une courbe qui peut être exponentielle. Et donc, moi, je mise pas sur les quelques revenus que j'ai eus les premières années, mais plutôt dans 5 ou 10 ans. J'essaye d'imaginer ce que ça peut donner un podcast où tu as, je sais pas. Alors, à l'époque, je réfléchissais à 5 ans, mais maintenant, si je dis à 10 ans, tu vois, je me projette maintenant à 10 ans. Dans 7 ans, t'imagines? Dans 7 ans, ça sera le triple de ce que j'ai déjà fait aujourd'hui. Il y aura peut-être 1 millier de podcasts, il y aura une chaîne YouTube avec, tu vois, si je suis les stades d'évolution tels qu'aujourd'hui, les trucs me disent qu'on atteint les 10 000 abonnés dans 2-3 ans. Allez, on se met dans 3 ans, une chaîne à 10 000 abonnés et un podcast qui est suivi, qui est déjà une espèce de référence, mais qui le sera que d'autant plus dans 3 ou 4 ans. Bah, c'est un super outil. Je ne sais même pas ce que je ferai à ce moment-là, mais je sais que ce sera un très bon moyen de se faire connaître. Ça, c'est toujours l'avantage de tout ce qui est les social media, c'est que oui, ça a un aspect exponentiel, comme tu dis. Une vidéo peut être vue 100 000 fois qu'une conférence, tu peux la donner qu'une seule fois, 2 fois, allez, 10 fois peut-être. Mm. Et Ouais, ça, clairement, c'est... tu vois, quand j'ai lancé le cercle des développeurs freelance, j'ai simplement utilisé ma liste, qui est pas très grosse, tu vois, qui a un peu moins de 3000 personnes. Bah, j'ai eu ce qu'il me fallait pour démarrer le projet, pour bootstrapper cette idée. Mm. Et dans 3 ans, si ça se trouve, on sera plus d'une centaine dans le cercle, quoi. Et bah, je pense que ça va venir aux questions de fin. C'est des questions que je t'ai pas dit que j'allais te poser. Vas-y. C'est le petit moment que le stress. Bon, t'inquiète pas, c'est des questions très simples. Je suis Est-ce tranquille. que dans ton aventure de podcast et d'entrepreneur, tu as pris un énorme mur où tu t'es dit je vais pas y arriver? Oui, plusieurs fois. Et c'est un mur intérieur. C'est en fait le problème quand de passer à l'action, de faire des choses, c'est que tu te mets en avant. Et enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et ça a été parfois des espèces de tempêtes émotionnelles intérieures monstrueuses. Là, j'ai 2 moments en tête qui me reviennent. Ma toute première formation que j'ai vendue, c'était au bout de, tu vois, on est en juin, donc je démarre en février le podcast. Et en juin, je me dis, bon, c'est bien gentil tout ça, ça mange quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'étais sur un rythme de production quotidien, je faisais tout moi-même. Et donc, t'imagines, j'allumais l'ordi, le premier truc de la journée, c'était le podcast. Tant que j'avais pas fait le podcast, je passais pas à autre chose. Et donc, on arrive à juin, je me dis, maintenant, il faut passer à l'étape supérieure. Il faut tester l'hypothèse de monétisation.
Alors dit comme ça, c'est des termes un peu barbares, tu vois, ça fait un peu marchand de tapis, mais à un moment donné, voilà, moi j'avais clairement l'intention d'en faire une activité durable. Pour que ce soit durable, bah, encore une fois, il faut qu'il y ait des revenus. Donc il fallait que je teste cette hypothèse-là. Et, euh, et donc je mettais mon premier produit en vente de formation. D'ailleurs, c'est drôle, c'était un produit autour de est-ce que le freelancing est fait pour toi ou pas. Je t'aide à réfléchir si tu as envie de te mettre en freelance, est-ce que c'est une bonne option pour toi. Donc tu vois, déjà, dès les débuts, on parle de ces sujets-là aussi. Et, euh, et finalement, j'ai réussi à valider le truc parce qu'il y a eu quelques ventes. Il y en a eu moins d'une dizaine. Mais alors, je te raconte pas l'ascenseur émotionnel monstrueux que j'ai pris à ce moment-là. Et franchement, rien que par l'ascenseur émotionnel, j'ai cru que je pouvais arrêter, quoi. Et pareil, quand j'ai construit le cursus artisan développeur, donc qui est le cursus phare que je vends aujourd'hui, que je commercialise pour apprendre à écrire du code durable, c'est quelque chose que j'ai fait par étapes. Tu as 9 modules aujourd'hui, mais j'ai commencé par faire le module 1, puis le module 2, puis le module 3, et puis un jour, je les ai tous rassemblés dans un espèce de gros cursus. Et puis là, j'ai essayé de faire un lancement avec un peu plus de com, en faisant un peu plus de bruit. Mais tu n'imagines pas le stress que c'était de se lancer là-dedans. J'y allais à reculons parce que j'avais peur de me planter. J'avais peur de me rendre compte que ça intéresserait personne. Bon, finalement, ça a plutôt bien marché et ça a été du coup un ascenseur émotionnel dans l'autre sens incroyable, d'euphorie totale, mais qui est autant épuisant en fait. Donc moi, les murs que j'ai pris, ils sont plus intérieurs en fait. Ouais, tu t'es battu contre toi-même par Ouais. tes croyances limitantes. Et la peur d'échouer, la peur de s'exposer, ça a été terrible pour moi, tu vois, rien que d'y repenser. Alors j'ai l'impression de repasser par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et je suis content d'avoir su dépasser ça pour l'instant, tu vois. Bah, moi, je trouve très bien parce que comme je me pose exactement les mêmes questions, de voir que tu as eu les mêmes problématiques que je peux me poser, et je trouve ça vachement important. Et j'ai une question à te poser, c'est quand tu as créé ta formation phare, en réalité, au départ, tu as créé chaque module et tu les as vendus séparément, Mm. et ensuite tu les as rassemblés en un seul. Ouais. Ouais, tout à Donc, fait. Et le prix n'a fait qu'augmenter au fil du temps. C'était une manière de récompenser, tu vois. Il y a des gens qui me disent ah, bah, je vais attendre que tu sortes le bundle, ça coûtera moins cher. Je leur dis non, non, ce sera plus cher. Parce que ça amènera plus de valeur. Parce que je suis convaincu que le cursus complet amène plus de valeur que des morceaux individuels. Et d'ailleurs, là, je viens de faire un upgrade. Le prix va encore augmenter. En fait, le prix n'a fait qu'augmenter au cours du temps. Et avec cette logique de dire plus je vais m'améliorer, plus je vais améliorer ma pédagogie. J'ai refait certains modules. Et donc, c'était aussi une manière de récompenser ceux qui m'ont fait confiance tôt, où ils ont pu acquérir les choses pour beaucoup moins cher. En fait. et c'est comme tu le dis, la valeur elle augmente parce que tu vas changer certaines parties, on t'a fait des feedbacks, donc tu vas les... Exactement. Mm. Tu vois, là, là, on en est à la version 1.2 du cursus. Je ne sais pas quand la vidéo sortira, mais là, je suis en ce moment en pleine promo de cet upgrade. Il y a vraiment eu des beaux changements, tu vois. Ça, Mais, je l'ai entendu sur ton podcast il y a quelques jours, donc... ouais, c'est ça, ouais. Mais effectivement, au début, j'ai commencé par les faire un par un, les modules. Et puis un jour, j'avais déjà toute l'arche pédagogique en tête, mais j'avais peur de m'engager dans la création d'un cursus aussi complet et aussi trapu. J'avais peur de ne pas pouvoir tenir les délais, je ne savais pas trop où j'allais. Donc, quelque part, pour moi, de le créer, de le commercialiser module par module, c'était un moyen de limiter mon engagement et d'être sûr de pouvoir atteindre l'objectif. Et d'ailleurs, j'ai plutôt bien fait, je pense, parce qu'il m'a fallu vraiment plusieurs mois. Je ne sais pas s'il m'a pas fallu presque 2 ans pour arriver au bout de tous les modules que je voulais faire. Et donc voilà, ça a été ma manière de faire. Aujourd'hui, je relancerai quelque chose, je le ferai très différemment. Mais aujourd'hui, j'ai pas non plus tu vois, j'ai tout ce vécu-là, j'ai toute cette expérience-là. Donc, je sais mieux où je mets les pieds. Oui, et je pense que tu as plus d'expérience, tu sais exactement ce que veut ton audience, donc tu n'es plus au même niveau du projet. Et ce que je trouve bien dans ta démarche, c'est que si par exemple au troisième module, tu as vu que bah, le troisième, ça n'intéresse plus personne, tu n'aurais pas continué à faire le 4, 5, 6, tu aurais vu tout de suite que c'était une impasse. Probablement. Donc, Oui, probablement. Ouais. Mais ce qui a été plutôt positif, c'est que ça a fait qu'augmenter, en fait. Et je pense que plus tu crées de la valeur et plus ça s'enchaîne, c'est cumulatif et c'est non linéaire, comme tu disais. Ouais. On verra. Le temps le On dira. verra. On fera un podcast dans 10 ans.
Ah, peut-être dans pas si longtemps, dans un an, si tu veux, dans un an ou deux. D'accord. Bah, on a pris l'invitation, je l'ai noté dans le calendrier. Alors, mon autre question. Alors là, tout à l'heure, tu nous as parlé de ressources. Si on avait une seule ressource, je dis bien une seule, pour apprendre le craft, laquelle tu nous conseillerais, qui ne soit pas ta chaîne YouTube ou ton podcast? Ouf. Ah, le choix est difficile. J'hésite entre deux livres. Euh, Soit on est sur une approche un petit peu plus prendre du recul, se poser des questions et réfléchir sur son taf. Et je conseillerais le livre de Sandro Mancuso sur Software Craftsmanship. Soit on a envie de quelque chose d'un petit peu plus passage à l'action et je conseillerais du Ken Beck autour de l'extreme programming. Extreme Programming Explained, je crois que ça s'appelle. C'est le bouquin dans lequel il explique pourquoi il en est arrivé à créer une nouvelle méthodologie de travail et quelle est cette méthodologie de travail. Et je pense que la démarche intellectuelle reste tout à fait valable et les raisons pour lesquelles il a fait ça restent en grande partie valables. Donc je pense que c'est un bouquin qui est, par certains aspects, qui est un peu vieilli parce qu'il y a des choses qui sont passées dans les usages, mais il y a encore beaucoup à apprendre de ce bouquin. Ouais, plus sur la démarche intellectuelle que sur... Et même sur les pratiques aussi, hein. Il parle notamment de TDD, entre autres. Donc ouais, ça serait une de ces deux ressources que je conseillerais entre les deux. D'accord. Et si on veut retrouver tes aventures, on peut te retrouver où? Sur le podcast ou sur la chaîne YouTube, je pense qu'on en a assez parlé. Artisan développeur, dans les moteurs de recherche, je pense que ça, tu me disais que ça ressort bien. Donc, sur ça le doit être facile à podcast, trouver. sur les podcasts, tapez développeur, tu arrives dans le premier, dans le troisième, le cinquième, le septième. Okay, non mais c'est bien, ça veut vraiment dire que ta marque, elle est vraiment devenue très très forte. Alors sur le podcast, c'est très drôle parce que du coup, tous les podcasts qui sortent, comme il y a peu de moteurs de recommandation, les moteurs de recommandation vont s'appuyer sur ce que, notamment je pense à l'Apple Podcast, va s'appuyer sur ce que les gens écoutent. Et quand j'ai vu une espèce de vague de podcasts arriver, je trouvais ça génial parce que dans tous les podcasts techniques qui parlaient de dev en français, ça recommandait mon podcast en fait. Ouais. Et je pense que c'est un tout petit écosystème. Oui, j'espère qu'il va s'agrandir avec le temps. J'espère que de plus en plus de développeurs vont s'interroger et se poser des questions. Et donc voilà, donc il y a le podcast, il y a la chaîne YouTube, et puis il y a la liste email pour être tenu informé des nouveautés, de ce qui sort. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao!